Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Avant de parler de l'économie au Maroc, direction les États-Unis. Il est le miraculé de la crise. Le nom de Barack Obama ne s'est pas ajouté à la longue liste des dirigeants tombés à cause de la crise. Pourtant, les États-Unis sont bel et bien plongés dans leur pire récession depuis les années 30. Alors, quels sont les défis économiques qui attendent Barack Obama pour son second mandat? Élément de réponse tout de suite. Encore une fois, l'emploi sera l'une des préoccupations économiques majeures de la Maison-Blanche. Même si le taux de chômage a baissé dernièrement, 23 millions d'Américains sont toujours sans emploi ou sous-employés, un grand nombre d'entre eux étant contraints de travailler à temps partiel. Une situation qui risque de perdurer vu la faiblesse de la croissance. Mais Barack Obama s'est engagé durant sa campagne à renforcer l'industrie en créant 1 million d'emplois manufacturiers, favoriser les PME et améliorer la qualité de l'éducation. Sur ce dernier point, il a promis de recruter 100 000 professeurs de mathématiques et de sciences. La question de la dette devrait également dominer le prochain mandat de Barack Obama. Il faut dire que ce n'est plus un déficit budgétaire mais presque une falaise. La dette publique a franchi le cap des 16 000 milliards de dollars. Le plafond sera atteint avant la fin de l'année selon les experts. Barack Obama a prévu de réduire le déficit de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans en supprimant des niches fiscales, en augmentant les impôts des Américains les plus riches et en réduisant les dépenses de la défense. Des méthodes cependant très impopulaires chez les républicains avec qui il faudra parvenir à un accord. En effet, l'opposition dispose d'un pouvoir de blocage au Capitole. Si la crise du logement s'est partiellement résorbée durant le premier mandat de Barack Obama, reste que le patrimoine moyen des foyers américains a chuté de 38% entre 2007 et 2010. La dette immobilière de 11 millions de foyers dépasse la valeur de leur logement. En résumé, le chômage, la dette publique, le logement sont les défis économiques qui attendent Barack Obama pour ces 4 prochaines années, sans oublier la crise qui touche la zone euro et qui affecte l'économie américaine. Mais visiblement, les investisseurs ne sont pas très confiants. Ils doutent de la capacité du démocrate à régler les problèmes budgétaires. Au lendemain de sa réélection, Wall Street a débuté la séance dans le rouge. En fin d'après-midi, le Dow Jones et le Nasdaq reculaient de 2%. Pour certains analystes, cette lourde rechute reflète certainement l'idée répandue que Mitt Romney était plus à même de résoudre la question de la dette publique. Pour ce qui est des marchés européens, après avoir salué la victoire d'Obama par une timide hausse, les places financières évoluaient elles aussi dans le rouge cet après-midi à cause de la publication de perspectives économiques plutôt sombres par la Commission européenne. Pour le Maroc, en revanche, des perspectives économiques plutôt positives. L'agence internationale de notation Fitch Ratings a confirmé aujourd'hui la notation souveraine du Maroc à un triple B avec une perspective stable. Fitch qui contredit Standard & Poor's. Cette dernière agence avait estimé il y a quelques semaines la perspective du pays négative. Alors qu'est-ce qui vaut à l'économie marocaine la confiance de Fitch Ratings? Nous avons posé la question tout à l'heure à Nizar Baraka, ministre de l'économie et des finances. Écoutez sa réponse. Pourquoi Fitch Ratings a pris cette décision? Pour 3 raisons majeures qui reviennent dans son communiqué. La première raison, c'est le fait que le souverain ait fait une tournée au niveau des pays du Golfe et qui s'est traduite par un renforcement du rapprochement stratégique avec les pays du Golfe et avec une mobilisation de 5 milliards de dollars pour le financement des investissements publics donc, qui ont un caractère structurel pour le pays. Deuxième raison majeure, c'est les mesures contenues dans le projet de loi de finances et qui visent essentiellement, à réduire le déficit budgétaire pour qu'il se limite à 4,8%, à réformer la compensation et à renforcer la compétitivité du pays et améliorer donc la situation de la balance commerciale, la balance des paiements. Troisième raison en fait qui a poussé à faire ce choix, c'est l'aspect solidarité. Ils ont considéré que le fait d'avoir mis en place un fonds de cohésion sociale qui est financé par l'appui des contributions des revenus les plus élevés et des entreprises dont les bénéfices sont les plus élevés, va permettre aux populations démunies d'abord d'accéder aux soins de santé de base et à l'éducation dans de meilleures conditions, de manière gratuite, mais en plus ça va également leur permettre de faire face aux éventuelles conséquences de la crise économique mondiale sur notre pays.
Et puis une autre bonne note émanant cette fois du dernier rapport sur l'index de la prospérité dans le monde, publié par l'ONG britannique Legatum Institute. Le Maroc serait le pays le plus prospère du Maghreb. Un classement qui est établi sur la base de 8 critères: l'économie, l'entrepreneuriat et les opportunités, l'éducation, la santé, la gouvernance, la sécurité, les libertés individuelles et le capital social. Dans la région MENA, le trio de tête est formé des Émirats arabes unis, du Koweït et de l'Arabie saoudite. Les pays maghrébins sont logés dans la catégorie basse moyenne. Le Maroc tire donc son épingle du jeu, suivi de la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie. Et c'est dans la catégorie capital social que le Royaume obtient ses meilleures notes, un indice qui évalue le niveau de cohésion sociale et l'entraide mutuelle au sein de la société. Un mot maintenant du projet de loi de finances 2013, un texte vivement critiqué en ce moment. Le gouvernement est bien décidé à le défendre bec et ongles. C'est Idriss Azami Al-Idrissi qui vient de monter au créneau. Le ministre délégué chargé de l'exécution du budget a affirmé « Les critiques adressées au projet proviennent d'une ignorance de son contenu ». C'est la déclaration du jour. Parmi les critiques très mal accueillies par le département des Finances, l'affaiblissement du pouvoir d'achat de la classe moyenne ainsi que son orientation fiscale. Selon lui, certains lobbies n'auraient pas digéré la dimension solidaire des mesures fiscales. On termine avec le prix des télécoms. Chez nous, il poursuivrait sa baisse selon l'Observatoire de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. C'est bien sûr l'effet d'une concurrence exacerbée entre les 3 opérateurs qui se partagent le marché national. Cette baisse des prix concerne aussi bien la téléphonie mobile et fixe que l'Internet. Le mobile est passé de 0,76 dirhams la minute l'an dernier à 0,57 dirhams cette année, soit une baisse de 25%, un quart, ce qui n'a pas manqué d'inciter les clients à faire davantage usage de leur téléphone portable. L'usage moyen pour les appels sortants, c'est-à-dire émis par le propriétaire du téléphone, a augmenté de 20% pour atteindre 72 minutes par client et par mois. Un usage qui augmente aussi dans l'Internet, mais qui recule dans la téléphonie fixe. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes en notre compagnie.